Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, on parle de Firecracker, la micro-VM qui fait tourner, entre autres, AWS Lambda. Ne quittez pas le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, tous les vendredis matins dans toutes vos bonnes applications de podcast, Amazon Music, Apple, j'ai l'habitude de dire Google, je dois arrêter parce qu'il n'y a plus Apple Podcast, donc maintenant c'est sur YouTube, mais sans la vidéo, vous avez toujours le son sur YouTube également, Deezer, Spotify, et puis vous êtes encore nombreux à nous écouter sur les différentes pages web. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petites étoiles, des pouces vers le haut, parce que c'est ça qui titille les algorithmes de recherche et qui fait que plus de gens peuvent ainsi découvrir ce podcast qui existe depuis plus de 5 ans maintenant. Aujourd'hui, on va parler Firecracker. Alors, c'est pas directement lié au cloud, mais c'est lié à du code. C'est une micro-VM, c'est celle qu'on utilise pour AWS Lambda, mais je vous expliquerai ça un peu. Mais par hasard, fin de l'année passée, en browsant les réseaux sociaux, je suis tombé sur un site web avec un article de blog en anglais qui disait, en français pardon, qui expliquait comment installer Firecracker chez soi, à la maison, comment s'y connecter avec plein de détails. Et donc ni une ni deux, j'ai pris mon téléphone, non pas mon téléphone, mais mon mail, et j'ai envoyé un mail à Quentin Joly, qui est un autodidacte, un administrateur réseau avec plein d'intérêts pour DevOps et le SRE, le Site Reliability Engineering. C'est ça, Quentin? Dis-moi, qui es-tu? C'est bien ça. Alors avant tout, merci Sébastien pour m'avoir invité à ce podcast AWS. Je suis très content d'être ici avec toi. Pour finir ma présentation, donc oui, je m'appelle Quentin Joly, je suis administrateur système et réseau. Je suis un petit jeune de 24 ans qui a plein d'intérêts et plein d'étoiles dans les yeux quand il voit les technologies DevOps, cloud, automatisation. Et quand j'ai un peu de temps à perdre, j'essaye d'approfondir des technologies pour publier quelques petits articles de blog sur mon site, une tasse de café. Et je suis très content que tu sois tombé dessus parce que ça me permet d'en parler aujourd'hui avec toi. Et notamment sur l'aspect Firecracker, qui est très intéressant. Une tasse de café, une-tasse-2.café. Je savais même pas qu'il y avait un top level domain name.café, mais tu l'as trouvé. Et évidemment, vous avez le lien dans les notes du podcast. Donc, vous scrollez un peu sur votre application et vous trouvez le lien. Vous pouvez aller voir le blog de Quentin. T'es un geek dans l'âme également. Quand je vois les articles de blog ou la déco chez toi, et en préparant ce podcast, on a parlé de cluster de Raspberry. T'as un Tux en peluche là derrière toi. Les gens ne le voient pas, mais moi je le vois. T'as l'esprit geek depuis tout petit? On peut dire ça, oui. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et puis depuis, j'ai pas réussi à en ressortir. J'aime bien pratiquer, découvrir des petites technologies. Au début, ça commence avec un petit programme installé sur un serveur Nginx et puis on se termine avec des clusters Kubernetes déployés sur du multisite. Je considère que l'informatique, c'est avant tout une passion, donc j'aime bien m'amuser à déployer des petits programmes ou à approfondir des petites technologies, et notamment comme Firecracker. Alors avant de parler de Firecracker et d'expliquer c'était quoi le besoin? C'était juste pour apprendre? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller regarder les solutions de micro-VM dans un contexte à la maison, hein? On parle pas de contexte professionnel, c'est un truc que tu fais en hobby chez toi. Alors exactement, je fais ça du coup en perso pour mon petit lab. Alors Firecracker, c'est une technologie que j'avais découvert il y a bien longtemps, mais que j'avais jamais eu l'occasion d'approfondir par manque de temps et un peu par manque d'intérêt. Et en fait, pour tout expliquer, j'ai déménagé il y a 6 mois et je me suis mis du coup à avoir une veille technologique, mais dans le train, en mode nomade, sur un petit laptop, et j'avais besoin de faire du lab. Au début, j'utilisais des conteneurs, mais en fait, rapidement, j'ai été limité par l'usage des conteneurs. Alors, par exemple, le BPF, qui est un grand sujet en ce moment, qui permet donc de faire des instructions, de modifier le comportement du kernel. Et attends, BPF, c'est quoi? Alors, le BPF, du coup, c'est une technologie qui permet donc de dialoguer avec le kernel, mais comme on dialoguerait entre 2 programmes. Ça permet de modifier à chaud le comportement du kernel, par exemple, pour ajouter des éléments, des fonctionnalités, surtout au niveau du réseau, ou par exemple, avoir d'autres éléments comme de l'observabilité, savoir qu'est-ce que vraiment fait un processus, avec qui dialogue, pourquoi, comment. Et dans l'univers Kubernetes, c'est une grande problématique de pouvoir voir comment ça se passe. Et on parle beaucoup de programmes comme par exemple Cilium, qui facilite toute la couche réseau de Kubernetes à travers le BPF. Donc EBPF. EBPF, vous trouvez évidemment les liens
dans les notes du podcast, et moi qui suis un peu plus âgé que toi, si je me permets, j'ai quelques cheveux blancs aussi. J'ai connu les débuts d'une technologie similaire quand je travaillais chez Sun Microsystems au début des années 2000, où on a lancé dans Solaris 10 D-Trace, qui était une technologie sur Solaris, donc une autre version d'Unix qui permet, si je comprends bien, de faire la même chose, d'aller voir ce qui se passe dans le kernel, tous les appels système qui sont faits par une application. Ça permet de faire du tracing, ça permet de faire du monitoring, ça permet aussi de faire de l'optimisation pour les performances, de comprendre où sont les bottlenecks. Et pourquoi tu joues avec BPF dans ton lab ? Alors moi je joue beaucoup parce que dans Kubernetes on utilise beaucoup Cilium qui se base uniquement sur, enfin pas que, mais qui se base essentiellement sur le BPF, et maintenant qui est devenu une technologie un peu hype avec le BPF. On parle beaucoup aussi de gestion, enfin de détection d'intrusion grâce à le BPF avec un outil qui s'appelle Falco. Et bon, honnêtement, j'utilise pas beaucoup le BPF en dehors de Kubernetes, mais c'est une technologie que je veux absolument creuser, et je pouvais pas passer outre, et c'était indispensable pour moi de pouvoir bénéficier de cette technologie dans mon lab. Et donc, tu avais besoin de plusieurs machines sur lesquelles tu devais activer BPF, mais BPF s'active au niveau du noyau, et si tu es avec des containers, ben il y a un noyau, c'est celui de ta machine, de ton laptop dans le train, qui sont tous partagés par les containers, et donc ça marche pas. C'est ça le problème de départ. Tu as totalement compris. En fait, à la base, j'utilisais Kind, Kubernetes Inside Docker, pour pratiquer sur un petit cluster que je pouvais détruire et reconstruire quand je le voulais. Mais dès qu'on parle eBPF, d'un coup, c'est plus possible du tout, parce que les nœuds étant dans des conteneurs Docker, et les nœuds ayant besoin de leur propre kernel, d'un coup, ça devient impossible. Et c'est à ce moment-là que, du coup, que j'ai commencé à m'orienter vers les machines virtuelles, avant de passer directement sur la micro-VM. Et le problème, c'est que mon petit laptop, il peut pas faire tenir beaucoup de machines virtuelles. Ouais, il faut des ressources. C'est toute une machine virtuelle, tu as toute la mémoire, tu as tout le disque, tu peux en avoir une, peut-être deux, maximum 3 qui tournent sur un laptop, mais au-delà, ça devient difficile. Exactement, tu as tout compris. Donc c'est à ce moment-là où du coup j'ai été limité par les ressources matérielles de mon pauvre petit ThinkPad. Et puis j'ai réouvert mes dossiers sur les technologies qui m'intéressent, et puis je suis tombé sur les micro-VM, et donc sur Firecracker. C'est quoi une micro-VM ? Alors une micro-VM, c'est une micro-VM comparée à une machine virtuelle. C'est déjà, comme son nom l'indique, c'est une machine virtuelle, mais dans laquelle on va avoir beaucoup moins d'émulation. Lorsqu'on lance une machine virtuelle, on va émuler plein de périphériques. On va émuler le disque, les ports USB, l'écran, l'écran, la RAM, le processeur, tellement de choses, on ne saura même pas tous les compter. Tandis qu'avec une micro-VM, on va vraiment se limiter à la base de la base. Pas de BIOS, pas de PCI, même pas d'écran, pas de périphérique. On veut vraiment juste la base de la base. Et tout ce qu'on n'a pas en émulation, et donc en compatibilité, on l'a en performance. Parce qu'une micro-VM, ça démarre en quelques microsecondes ou millisecondes. Alors je pense qu'on est plus de l'ordre peut-être de la petite dizaine de millisecondes pour faire apparaître le PID 1, qui va ensuite lancer le reste des composants de la VM. Et c'est sûr que c'est tout de suite un autre discours comparé à une VM classique qui mettrait peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes pour c'est ça, pour se lancer réellement, alors que là, Firecracker nous promet des millisecondes pour lancer une VM. On est presque à l'ordre du conteneur qui, lui également, démarre en quelques millisecondes, mais un petit peu moins quand même, parce qu'il y a encore moins d'émulation. Donc là, de suite, tu me présentes ça, j'ai des étoiles dans les yeux. Donc la micro-VM, si j'essaye de te résumer, représente les mêmes avantages de rapidité que les containers. Ils démarrent extrêmement rapidement et s'arrêtent extrêmement rapidement, mais tout en offrant une vraie, entre guillemets, VM, une VM complète, je veux dire une instance complète du kernel qui boot, et donc une isolation entre les process beaucoup plus grande que ce que permet de faire des containers. Exactement, et là on parle vraiment de virtualisation et pas de containerisation. Donc, comme tu l'as si bien dit, la flexibilité des conteneurs, les performances des conteneurs, mais l'isolation d'une machine virtuelle. Ce qui est la raison pour laquelle nous utilisons des nous, AWS, utilisons des micro-VM pour hoster vos fonctions lambda, parce qu'on veut évidemment qu'une fonction lambda ne puisse pas aller accéder à des espaces mémoire ou disques ou autre d'une autre fonction lambda d'un autre client, mais j'y reviendrai après. Quels sont les grands acteurs, si tu les connais, sur le monde de la micro-VM? C'est quoi les solutions, l'offre des solutions possibles? Alors c'est vrai que ça c'est un sujet que j'ai un peu moins creusé. Je coordonnais à Firecracker, je pense que c'est une des premières solutions qui a commencé le principe même des micro-VM avec l'annonce en
2017 ou 2018. Aujourd'hui, on parle également des Kata Containers, du coup, qui s'intègrent plus à un environnement Kubernetes, mais qui propose une solution similaire à ce que propose Firecracker. Ok, c'était une question tout à fait naïve, je connais pas la réponse non plus, je connais pas ce monde-là, je me demandais si tu avais considéré d'autres solutions avant Firecracker. Donc tu es arrivé sur Firecracker, alors en un mot, j'évacue ce truc-là, comme ça après je te laisse parler. Firecracker c'est créé par AWS, c'est un système de virtualisation pour micro VM écrit en Rust, parce qu'on avait besoin d'énormément de sécurité, et Rust c'est un langage de programmation, vous le savez peut-être, qui permet d'inclure plein de vérifications au niveau du compilateur, donc si on fait des conneries, c'est le compilateur qui le détecte, c'est pas au runtime. C'est publié en open source également, donc n'importe qui peut, et c'est ce que Quentin va nous expliquer, télécharger Firecracker et commencer à installer des micro VM sur son PC, sur son Raspberry Pi à la maison. Mais c'est le système aussi, pourquoi on l'a développé nous, c'est pour Lambda, parce qu'au début de Lambda, quand on a lancé Lambda en 2014 ou 2015, il faut savoir qu'il y avait une instance C2, donc une machine virtuelle complète par client, et toutes vos fonctions Lambda étaient démarrées sur cette C2. Si vous aviez besoin de plus d'espace pour vos fonctions Lambda, on redémarrait une autre C2. Donc c'était non seulement tout à fait inefficace pour nous, avec des temps de latence au premier démarrage extrêmement longs, quand il fallait démarrer plus de C2, parce que comme Quentin l'a expliqué, une VM ça prend du temps à démarrer, une VM complète. Et puis c'était tout à fait inefficace pour nous en matière de gestion de coûts, parce que si vous n'aviez qu'une fonction Lambda qui était appelée une fois tous les 15 du mois, on gardait quand même cette instance C2 qui était bloquée pour vous. Mais on avait privilégié cette solution parce qu'on voulait avant tout une séparation totale, une isolation totale. Et donc, on s'est dit, si on veut être plus efficace, on doit arriver à fournir le même niveau d'isolation qu'avec C2, mais pouvoir avoir plusieurs fonctions lambda de plusieurs clients qui tournent sur la même machine C2, donc une isolation totale au-dessous du bar métal, au-dessus du bar métal C2. Et donc on est venu avec cette technologie de micro VM, de Firecracker, que le service lambda utilise pour démarrer des micro VM où tournent vos fonctions lambda à la demande en fonction de l'activité sur votre fonction lambda. Donc ça c'est pour le contexte. Maintenant, entre lambda où vous faites clic pour exécuter ou vous tapez une commande et Firecracker qu'on download et qu'on installe sur son ThinkPad, il y a un gap, et c'est ce gap que tu as découvert quand tu l'as installé la première fois. Ça marche comment? Si tu veux l'utiliser en dehors d'un contexte lambda chez toi, quelles sont les grandes étapes à suivre pour télécharger, installer, préparer une image disque, booter et se connecter dans ta VM ou micro VM? Alors déjà la première des étapes, c'est une grande question qu'on va peut-être décortiquer un petit peu. Alors déjà la première grande étape, c'est avant tout de télécharger Firecracker. Alors là du coup reste quand même dans un domaine très basique. Pour télécharger Firecracker, j'ai pas trouvé de dépôt officiel. Tout passe par les GitHub Release, ça fonctionne très bien. Où du coup, on a juste un petit binaire à installer et concrètement, c'est tout. C'est là où c'est l'avantage d'avoir un programme qui est très minimaliste. C'est qu'on n'a pas d'interface graphique, il n'y a pas de, il y a rien. Il n'y a pas d'interface graphique, c'est un binaire en ligne de commande. Pas non plus d'options à rajouter, de redémarrer votre machine. Non, c'est juste un petit binaire. La seule dépendance étant évidemment d'avoir la virtualisation matérielle activée, donc c'est le fameux dev KVM disponible dès qu'on utilise libvirt ou d'autres programmes de virtualisation. Et ça se met dans le BIOS ou c'est un paramètre de ton kernel Linux? C'est juste un paramètre du kernel Linux à activer au démarrage. Okay. Et aussi dans le BIOS, alors du coup il faut que le kernel supporte le KVM et que le BIOS accepte le KVM disponible. On peut également retrouver du dev KVM sur les instances de cloud public. Alors je ne sais pas si Amazon le fait sur les instances C2, mais par exemple chez d'autres clouds publics, parfois on démarre juste une petite machine virtuelle et en fait on peut d'ores et déjà faire de la virtualisation dessus. Donc il est carrément possible de louer une petite machine, de tester Firecracker directement sans avoir à dédier une machine. Exactement. Et ça marche, enfin le binaire il est pour Linux a priori et que exactement. Linux. Pour Linux et maintenant là du coup je sais pas si également il est aussi disponible pour Mac, ça m'étonnerait pas que ça soit le cas, d'ailleurs non, je crois que le C, il est aussi disponible pour Mac. D'accord. Donc on peut lancer des VM Linux à partir de Firecracker sur un Mac. Exactement. Ah, ça me donne envie d'explorer. Alors tu as ce binaire, tu fais quoi avec? Alors ce binaire, il nous permet, une fois qu'on l'exécute, d'ouvrir un socket qui est au début sous forme de fichier, mais pour aller un peu plus loin que ça. Et ce socket, en fait, il va répondre à des requêtes en JSON, c'est du REST, et on peut lui envoyer des paramètres pour lui donner déjà les deux éléments nécessaires pour lancer une machine virtuelle, un kernel précompilé
et un disque sur lequel il peut récupérer du coup tout le système, toute la distribution à exécuter. Et donc ça, ce sont des formats standards d'images disques et de kernel. Enfin, le kernel, c'est le binaire, simplement, je suppose. Et l'image disque, c'est quel format? Alors l'image disque, ça peut être du coup un disque UXT4, XFS, tout ce qui est nativement supporté par un kernel. Par exemple, tu m'aurais parlé du ZFS, il aurait fallu, du coup, j'imagine, tweaker un kernel pour que la micro-VM puisse se lancer. Ouais. Et tu prépares comment ces images disques? Tu crées un fichier, tu le montes virtuellement, tu installes tout dessus et puis tu démontes le disque. C'est aussi simple que ça ou... T'as résumé du coup les grandes étapes. Alors, je suis passé par 2 méthodes. La première, c'est j'ai récupéré une image cloud de Alpine, une distribution que j'aime beaucoup, que j'ai décompressée. Pourquoi Alpine? Parce qu'elle est très petite, c'est ça? Alors j'aime bien Alpine parce qu'effectivement il y a toute une philosophie minimaliste. On n'a pas de système D, on a OpenRC qui est plus léger, on n'a pas d'APT ni d'IUM, on a APK qui lui aussi est plutôt minimaliste. Et si parfois en production ça peut être un peu un problème parce qu'il nous manque plein d'outils d'administration dessus, et ben parfois pour des petites tâches ou pour juste héberger quelques conteneurs Docker, et ben Alpine suffit largement. Alpine est aussi beaucoup utilisé dans les NAS et les trucs comme ça, enfin les trucs embedded. Ce sont en tout cas comme distribution de base à cause de son footprint justement qui est assez réduit. Donc tu as téléchargé une image standard d'Alpine, tu l'as modifiée d'une certaine façon ou Alors pas? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'image cloud. Avec l'image cloud, c'est une image Alpine qui n'attend qu'une configuration de Cloud Init. Donc Cloud Init, c'est ce qui permet de demander à une machine virtuelle de faire des actions, par exemple d'ajouter des paquets, de se configurer, de créer des utilisateurs au démarrage, et c'est directement piloté par l'hyperviseur. Dans notre cas, Firecracker, vu que c'est très minimaliste, il n'y a pas cette fonctionnalité de gestion de Cloud Init. Donc moi, tout ce que j'ai utilisé, c'est juste une image Alpine préinstallée que je vais modifier pour mes besoins. Donc dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décompressé et j'ai lancé un chroot pour lancer un terminal dont la racine est ton image montée. Ouais. Exactement. Ça me permet déjà de rajouter des paquets à l'intérieur de cette machine. Donc j'utilise APK, le gestionnaire de paquets, pour ajouter Vim, curl, bref, tout ce dont j'aurais besoin pour mes tests. Et ça me permet également de définir un mot de passe, d'ajouter une clé SSH. Une fois que j'ai terminé mes modifications... Ah oui, ça c'est important. Une clé SSH, ça te permettra de te connecter par le réseau à la VM après. Oui, ok. Ça, le réseau, on pourra en parler, c'est aussi un grand débat. Oui, on va en parler, t'inquiète pas, c'est dans ma liste. Donc, c'est à ce moment-là où du coup, je fais ma petite configuration, je fais ma golden image, et après, du coup, je peux en extraire la partition ext4 et la fournir à Firecracker. Et alors, tu as dit Firecracker ouvre un socket et reçoit des ordres REST sur ce socket-là. Ça veut dire qu'il n'y a même pas dans la ligne de commande l'option de dire new VM avec le pass du disque, etc. Tu dois envoyer ces commandes par REST, donc par curl, je suppose, au démon Firecracker qui, lui, va créer la virtual machine. C'est comme ça que ça marche? Alors, c'est comme ça que ça marche lorsqu'on lance Firecracker sans option. Il est également possible de lui fournir toutes les API qu'on va faire dans un fichier JSON et de lui demander démarre à partir de cette configuration. Et dans ce cas-là, dans ce fichier, on peut directement lui demander d'aller récupérer tel kernel, d'aller récupérer tel VM qui sont présents sur notre disque. Oui, donc c'est très optimisé pour une utilisation server-side sur un système. C'est très loin de la ligne de commande Docker et de sa convivialité. Puisque oui, la première chose que tu dois faire, c'est une commande curl avec le bon format JSON pour lui parler. C'est pas super convivial, mais enfin, c'est pas conçu pour ça non plus. Donc, je répète, tu as ton binaire Firecracker qui est démarré, qui tourne, qui attend des ordres. Tu as une image disque et tu as un point bin, je suppose, un kernel compilé. Et donc, tu envoies avec curl un ordre, tu fais un appel d'API pour être clair sur Firecracker en lui passant ces deux paramètres-là, et tu as une VM qui démarre? Non, et certainement ensuite, pas. Ça, presque, il attend juste la dernière instruction pour lancer notre machine virtuelle. Et c'est quoi la dernière instruction? La dernière instruction, c'est également une requête API curl au bon endpoint qui lui demande juste un instant start. Oui, donc il y a une étape de configuration, tu lui dis où est le disque, et puis une étape start. Exactement, et ça c'est super important. D'abord, je lui définis tous les paramètres, donc le kernel, également les arguments de démarrage, le disque, la partition ext4 à démarrer, si elle est en lecture seule, et ensuite, au final, la dernière commande à lui passer, c'est ce fameux démarrage. Et donc il n'y a que 3 API sur Firecracker, c'est configure, start et stop? Alors en vrai, il y en a même beaucoup plus. Il y en a beaucoup que je n'ai pas creusé également. Il y a toute une partie réseau. Il y a une partie
où je peux également lui fournir plus de configurations. C'est des choses que j'ai un peu moins creusées. Je me suis plutôt contenté de la base, comment ça démarre et qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est démarré. Alors, une fois que tu as compris tout ça, en lisant la doc, etc., tu as testé, je suppose que ça n'a pas marché du premier coup, mais tu es arrivé à le faire démarrer. Tu as une micro VM qui démarre, et puis Alors une fois qu'on lance cet ordre de démarrage, le socket, il va donc, plutôt le binaire, en fait, va nous rediriger vers la console, la liaison série de la machine virtuelle qu'on vient de démarrer, à laquelle, du coup, on peut se connecter pour peu qu'on ait mis en place les identifiants pendant la création de la partition. Je le dis parce que c'est du vécu. C'est route alpine, c'est ça? C'est ce que j'ai fait pendant mes tests, mais la première fois où j'ai démarré, j'avais pas du tout pensé à mettre un mot de passe route. Je me suis retrouvé le bec dans l'eau avec un terminal, mais sans pouvoir me connecter à ma pauvre VM. Et ça, c'est sur le STD-HOT du binaire Firecracker, donc tu vois login de points et tu peux taper ou enfin, exactement. Comment ça se... Ah oui, donc c'est sur le STD-HOT, donc il est bloquant, il est démarré, il reste là. C'est exactement ça. Donc là, il faut bien que je garde du coup la console, l'output, le STD-out du binaire, sinon je pourrais pas y accéder. Ouais. Donc je me connecte et puis à ce moment-là, du coup, je peux soit commencer à l'utiliser, mais souvent il me manque quelque chose. On n'a pas juste besoin d'une machine virtuelle, on a également besoin de l'accès réseau. Réseau, et je vais y venir. J'ai encore une question avant. Si tu tues le binaire, ça tue la VM aussi ou c'est des cycles de vie séparés? Non, ça tue la VM également en fait. D'accord. C'est un child. La VM, en fait, le processus de la VM est un enfant du binaire de Firecracker. Donc si tu kills ton terminal, tu perds la VM aussi dans cette configuration-là. Et ça démarre vite. Enfin, la promesse de démarrer rapidement est directement visible. Alors, j'ai pas fait les tests de benchmark, mais dans ce cas-là, je conseille le travail de Émile qui s'amuse du coup à démarrer des instances Firecracker le plus rapidement possible. Moi, du coup, pauvre humain, du coup, ça démarre instantanément en un seul claquement de doigts. C'est ça, oui, c'est la perception que c'est immédiat, quoi. C'est boum, boum. Exactement. Après, oui, je m'attendais pas à une réponse en millisecondes ici. Je me demandais quelle est la perception que tu vois. Donc, tu as cette VM, tu peux t'y connecter par le terminal, entre guillemets, enfin je veux dire par la console série, ça fait encore plus vieux, il n'y a plus personne qui utilise du série maintenant, mais je suppose qu'on comprend bien, mais évidemment dans la réalité tu veux installer un daemon de réseau, un serveur Nginx ou un truc comme ça, et t'y connecter à travers le réseau, ou même un SSH et t'y connecter en SSH. Donc comment ça marche la config réseau sur Firecracker? Alors concrètement dans Firecracker, c'est l'hôte, la machine hôte qui va gérer tout ça. Nous, tout ce qu'on peut donner à Firecracker, c'est une interface TAP, une carte réseau virtuelle qui va permettre du coup à la machine Firecracker de se mapper à un bridge. Dans ce cas-là, c'est à nous de définir qu'est-ce que c'est ce bridge. Est-ce que c'est juste un réseau commun à nos machines Firecracker, ou est-ce que par exemple ça peut être l'accès à notre LAN? Et donc tu dois configurer ça sur ton host, sur ton laptop. Exactement, c'est ce que j'ai fait du coup. Alors, je suis passé par les deux étapes, je présente ça dans mon article. La première étape où je fais juste un réseau de micro VM qui peuvent dialoguer ensemble, mais du coup l'inconvénient c'est que du coup ces machines ne sont accessibles par réseau, j'entends, que par l'autre Firecracker, vu que ce réseau n'est pas ouvert sur mon LAN. Ouais. La seconde option, c'est justement de modifier la configuration de mon laptop. Donc admettons que je suis chez moi, je suis sur mon réseau LAN. Je peux juste demander de créer un bridge pour accéder à mon réseau LAN, et dans ce cas, mes instances Firecracker, mes micro VM sont disponibles comme n'importe quelle machine sur mon LAN. Ouh là là là, ça me rappelle des souvenirs, ça. Attends, c'est quoi? Début des années 2000, je faisais des IP tables sur un routeur Linux, enfin sur une machine Linux que je voulais utiliser comme routeur pour partager ma connexion Internet. C'était avant ADSL, c'était ISDN à l'époque, RNIS en français. Donc c'est ça que tu as fait aussi, donc c'est des IP tables moins machin NAT avec les règles de post-routing et pré-routing, etc. C'est exactement ça. Je t'avoue que c'était l'étape bien compliquée. J'imagine, oui. En fait, ce que tu définis, c'est tu définis ta machine comme étant un routeur réseau, donc accepter des paquets qui viennent d'un autre range d'adresse IP, qui est le réseau des VM Firecracker qui tourne sur ta machine, et pour les relayer sur le réseau externe en faisant du Network Address Translation, donc du NAT, ce que fait votre box à la maison. Hein. C'est pas les adresses IP privées de votre réseau interne qui partent vers Internet, il y a une adresse IP, et là, tu as configuré ton laptop pour faire la même chose. C'est exactement ça, oui. Et ça, je suppose que c'est pas expliqué dans la doc de Firecracker. Alors, on trouve quand même quelques exemples, mais dans la majorité des cas, j'ai dû utiliser plutôt la documentation Deepatable ou juste la longue liste de tutoriels pour créer un routeur sur Linux.
Et comment ta machine acquiert une adresse IP? Tu dois mettre un serveur DHCP sur ton laptop aussi? Alors ça, pareil, du coup, je suis passé par plusieurs étapes. Là, au tout début, j'assignais manuellement les adresses IP, donc depuis la console série, je me connectais au terminal et un petit config, machin. Ouais. Exactement. Après, du coup, rapidement, ça commençait un peu à me saouler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé... Il était tard le soir. C'est bien ça. Et donc, j'ai installé un petit serveur DHCP, je me suis pas cassé la tête, un DNS mask, qui écoutait du coup sur mon bridge, le bridge qui reliait du coup toutes les instances Firecracker. Et puis, d'un coup, c'était vachement plus facile. Et ça, tu l'as installé où? Sur ton laptop, c'est ça? Alors, je l'ai installé toujours sur l'hôte qui héberge mon Firecracker, qui est du coup mon laptop. Oui, c'est ça, ton laptop, le hôte qui héberge Firecracker, c'est bien. Il faut être prudent en faisant ça, parce que s'il sert des adresses IP au reste de ton LAN, tu peux méchamment casser ton LAN. T'imagines un téléphone qui se connecte et qui reçoit une adresse IP de ce truc-là. C'est correct? Je délire pas là, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Tu as totalement raison. Il faut surtout pas exposer un second DHCP sur un réseau, sous peine du coup d'avoir une fausse passerelle sur les autres qui contactent le mauvais DHCP. Ça aussi, c'est du vécu. Alors j'essaie de bien le mettre en avant sur mon blog. Et donc tu t'es retrouvé avec quand je dis ton laptop, c'est le host qui héberge Firecracker, le démon, avec une ou plusieurs VM connectées en réseau qui reçoivent leur adresse par DHCP, qui ont une table de routage qui pointe vers de nouveau le host, donc ton laptop qui sert de routeur et de NAT. Ça veut dire que ces machines pouvaient se parler entre elles. Ça veut dire qu'elles pouvaient parler à l'extérieur aussi, donc tu pouvais faire des package updates et des choses comme ça. C'est exactement ça, et d'ailleurs c'était l'objectif. Au tout début, ce que je voulais faire, c'était juste lancer un test unitaire, un code, n'importe quoi, tout ce qui pouvait être utile. Et pour ça, il fallait absolument que j'ai un accès à Internet, par exemple pour faire un kit clone. Et puis après, du coup, ces étapes, c'était une chose réussie. Pour faire un serveur, c'est un poil plus compliqué parce que s'il est juste accessible par le réseau de VM Firecracker, c'est facile, mais si tu veux y accéder depuis ton LAN à la maison, c'est plus compliqué parce que tu as le NAT et donc il faut faire du port forwarding dans l'autre sens, comme on fait aussi sur nos box à la maison quand on veut faire rentrer un flux. T'as essayé ça? Alors j'ai sauté l'étape. Alors moi, j'ai pas fait de port forwarding avec les IP tables, j'ai fait plutôt... J'ai ajouté un bridge pour accéder à mon réseau LAN, le réseau de ma box, et j'ai permis aux instances Firecracker de se connecter à ce bridge, et du coup elles étaient disponibles sur mon LAN comme n'importe quelle machine se serait connectée au Wi-Fi. Ah, donc elles recevaient une adresse IP de ta box directement, elles étaient publiques sur ton LAN? C'est ça. Alors je garde en tête quand même qu'on est sur une infrastructure de lab. Alors dans une vraie infrastructure, j'aurais pas du tout fait comme ça. Mais pour du test, c'est quand même bien plus pratique de pouvoir joindre mes VM depuis n'importe quel appareil. Et là, une fois que tu as fait cette config réseau qui peut vous sembler compliqué, si vous n'êtes pas du monde réseau, tout ce qu'on vient de dire, c'est peut-être du charabia et je m'en excuse. Si vous connaissez un tout petit peu le réseau Linux, j'espère que vous nous avez suivis. Moi, je suis pas expert réseau non plus, mais enfin, les bases de NATing, de routage, de DHCP, je comprends et j'ai déjà fait. Mais une fois que t'en es là, ces VM sont des micro-VM quasiment normales. Tu dis qu'il y a beaucoup moins de devices qui sont exposés, mais tu pouvais faire ce que tu voulais. Je veux dire, démarrer un Nginx, ça serait possible. Démarrer, je sais pas, une virtual machine Java ou je sais pas, un Node.js ou un truc comme ça. C'est tout à fait possible. Alors concrètement, j'ai pas ressenti les limites techniques des micro-VM. Je pouvais faire ce que je voulais, installer Nginx, installer même des conteneurs Docker, faire dialoguer deux instances de deux micro-VM ensemble pour par exemple faire apparaître un cluster Kubernetes de test. T'as fait ça? T'as été déployer un cluster Kubernetes sur des instances Firecracker? Bien sûr. Enfin, il faut qu'on s'amuse. Alors du coup, oui, c'était pour remplacer Kind qui permet de déployer des clusters Kubernetes de test. Et là, j'en avais besoin du coup pour enfin tester de l'eBPF avec des clusters que je peux détruire ou reconstruire à la volée. Et c'était l'objectif premier que je me suis fixé en démarrant Firecracker et c'était réussi, ça marchait très très bien. Ne perdons pas l'objectif de vue, on en a parlé au début du podcast. Le but c'était de faire du diagnostic kernel eBPF et donc là aucun problème, c'est le kernel que tu as choisi, que tu as compilé a priori et il se comporte comme un kernel Linux standard. Exactement, on ne peut plus normal. Quelles sont les autres utilisations possibles que tu vois, toi? Bon, là, on comprend l'aspect didactique. Tu as manipulé plein de concepts différents, du container à la micro-VM. Il y a plein de concepts réseau. Il y a des concepts Linux aussi, en matière de kernel, de file system, de monter des images. Donc, on voit très, très bien l'aspect didactique. À part l'aspect didactique,
est-ce que tu vois un usage possible, théorique, pour les geeks que nous sommes à la maison? Alors, je vois plusieurs usages qui pourraient mettre Firecracker un peu en avant. Il y a déjà une expérience personnelle. Dans l'équipe où je travaille actuellement, on n'utilise pas du tout Docker pour de la production. Et on se retrouve plus ou moins embêté lorsqu'on veut reproduire des infrastructures de test. Et c'est à ce moment-là où du coup on utilise beaucoup Docker sur nos PC directement en voulant simuler ce qui se passe en production. Et on obtient beaucoup de problèmes parce que nos images Docker de test ne sont pas un pour un avec ce qu'on fait en production. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, utiliser des micro-VM tout comme on utiliserait des conteneurs Docker, c'est-à-dire fournir par exemple un script de recette qui pourrait construire du coup une image Firecracker, une micro-VM, juste à partir d'un script. Et à ce moment-là, du coup, on aurait toute la liberté d'utiliser une vraie machine virtuelle, mais comme on utiliserait un conteneur, avec la sécurité que ça implique et la liberté également de pouvoir avoir son propre kernel lorsqu'on développe. Ça, donc, un premier recréer des environnements de test. C'est ça. Il n'y a pas de limite à ta connaissance sur la taille des volumes dits. Enfin, évidemment, il y a une limite théorique quelque part, mais ça pourrait être des virtual machines assez lourdes, assez complexes, avec des distributions Linux mainstream et plein de dépendances, etc. Tu vois que la micro-VM est démarrée, ça peut être, ce qu'on met dedans, ça peut être aussi compliqué qu'on veut. Exactement, oui, ça peut être comme de vraies machines virtuelles. J'ai pas encore connu la limite, ou plutôt vu la limite matérielle des ressources qu'on peut allouer à une instance Firecracker, mais on peut aller très très haut, jusqu'à au moins 8 Go de RAM et une taille de disque. Oui, c'est ce que je disais, il doit y avoir une limite théorique quelque part, mais enfin elle n'est pas immédiate, a priori on n'a pas à s'en soucier pour un usage normal. C'est ça. Après, on peut également voir d'autres usages, le fait de pouvoir lancer des tests dans un environnement bien isolé, donc là on peut parler de protéger la supply chain, de lancer des tests unitaires directement dans des micro-VM. Alors, il y avait un très bon talk de Alex Ellis, le fondateur d'OpenFaaS, un très grand programme, qui présentait comment est-ce qu'il faisait pour packager ces packages en ARM. Et en fait, il présentait son cas d'usage qui est qu'il utilise énormément GitHub Action pour faire sa compilation et ses tests unitaires sur les programmes en ARM, et que GitHub, mettant moins en avant cette architecture, mettait énormément de temps à faire apparaître des VM pour lancer les tests dans une architecture ARM. On comptait environ entre 1 et 2 minutes juste pour lancer le CI/CD. Et ce qui présente du coup Alex Ellis, c'est que lui, il avait installé son propre runner GitHub basé du coup sur Firecracker et qui lançait ses tests en quelques millisecondes comparé à la minute demandée par GitHub juste pour faire du CI/CD. Évidemment, bon sang, mais bien sûr, j'aurais dû y penser avant, moi qui fais beaucoup de CI/CD, pour avoir des environnements de build répétables et consistants, mais pouvoir les démarrer extrêmement rapidement. Firecracker, c'est un bon choix. Pendant que tu parlais, j'ai cherché le blog, je l'ai retrouvé, donc vous avez les notes du podcast avec le lien vers un blog qui s'appelle Blazing Fast CI with MicroVM, l'intégration continue super rapide avec des micro-VM, et il y a aussi le lien vers la vidéo YouTube. Donc testing, CI/CD, ça pourrait remplacer aussi la prod. Tu pourrais voir ça à la place d'un VMware ESX. Non, enfin je veux dire, il y a tellement de couches de management dans ESX que reproduire ça sur Firecracker, on est quand même très très bas niveau avec Firecracker. Alors effectivement, il manquerait encore pas mal de choses pour que Firecracker soit envisagé en production, et notamment tout un aspect orchestration qui manque cruellement en Firecracker. Donc là, tout ce dont on a parlé depuis le début, donc c'est lancer soi-même son instance Firecracker, créer son bout de disque, compiler son kernel. C'est des choses qu'on peut très bien faire en dev, mais que dès qu'on fait de la production, c'est des procédures qui sont très lourdes. Ce que j'aimerais, c'est plus d'intégration autour de Firecracker, et notamment un provider Terraform ou Pulumi qui permettrait du coup d'automatiser le déploiement d'une instance Firecracker. Dans ce cas-là, ce serait un tout autre discours. Comme un packer, créer une image disque et pouvoir créer ces VM. Et alors, de nouveau, je ne suis pas expert Kubernetes, donc pardonne-moi si la question est un peu idiote, mais dans Kubernetes, ma compréhension, c'est qu'il y a quelque chose, un daemon qui démarre des containers quand il y a besoin de démarrer des containers. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un agent Kubernetes, c'est correct? Ça s'appelle comme ça, un agent ou... On appelle ça, c'est runC du coup sur Kubernetes qui va faire apparaître les pods et les conteneurs. Je ne sais pas le nom qu'on peut lui donner, peut-être un engine de conteneur. Est-ce qu'on pourrait imaginer un runC qui lance des micro-VM plutôt que lancer des containers?
Alors, on peut l'imaginer, et même on peut l'imaginer très facilement, parce que c'est justement ce que fait les Kata Containers, qui est un programme qui permet du coup de coupler des micro-VM avec Kubernetes. Donc, il suffirait juste de rajouter une petite ligne dans le déploiement d'un conteneur, d'un pod, pour que celui-ci, au lieu de se lancer dans un vrai conteneur, se lance dans une micro-VM, mais toujours en conservant la praticité, plutôt les mêmes fonctionnalités de Kubernetes autour d'un pod, mais cette fois autour d'une micro-VM. Oui, c'est Kubernetes qui orchestrerait le lancement, l'arrêt. Et l'avantage, ça serait quoi? L'avantage, ça serait la sécurité et l'isolation, puisque ces micro-VM ne pourraient a priori pas communiquer les unes avec les autres. Tu vas me dire un container non plus, mais il y a toujours la possibilité d'un bug exploité mais non connu. Donc l'avantage, ça serait la sécurité et l'isolation? Exactement. Alors, une très bonne phrase d'Alex Ellis dans sa vidéo présentant du coup son usage de Firecracker, c'est qu'il dit qu'on est toujours à une faille de pouvoir accéder à n'importe quel conteneur. Il suffirait juste qu'un conteneur accède au kernel et d'un coup ce serait totalement la fin de toute la sécurité autour de Kubernetes. Alors qu'avec une micro-VM, dans ce cas-là, on a une bonne couche de sécurité supplémentaire. C'est marrant qu'il ait utilisé, enfin c'est marrant, c'est bien, j'aime bien qu'il ait utilisé Firecracker pour son exemple aussi. Ce qui a l'air de montrer, j'ai pas de données pour affirmer ce que je vais dire, mais que vous montrez que Firecracker a quand même pris une bonne place dans le monde de la micro-VM et est de plus en plus utilisé, et pas uniquement par AWS. On l'a compris, hein, c'est pas pour ma maman, c'est quand même du très bas niveau, il n'y a pas d'interface graphique, on parle avec Firecracker via une API REST, JSON ou éventuellement un fichier de configuration. Ça nécessite du Voodoo réseau autour des VM pour les faire parler entre elles. Donc c'est vraiment le public cible, c'est quoi? C'est les gens comme toi, les admin systems, les DevOps, les architectes infra? Je pense que oui, je pense que c'est avant tout pour des personnes qui s'y connaissent déjà avant même de s'initier aux machines virtuelles. Je pense qu'on pourrait voir de nombreux cas d'usage autour de Firecracker, surtout au niveau de la reconstruction, mais c'est certainement pas un programme que n'importe qui pourrait prendre en main du jour au lendemain. Firecracker-microvm.github.io. Tu vas continuer à jouer avec maintenant que tu as mis les doigts dedans, ou c'était juste une nuit ou un week-end où il pleuvait et voilà, t'es passé à autre chose? Alors je m'y suis mis beaucoup plus qu'un week-end et je compte toujours continuer. Je compte quand même continuer mon usage autour de Firecracker. Je pense qu'il manque énormément de tooling pour que ça soit un outil qui passe le cap au-dessus en termes du nombre d'utilisations. Je développe moi-même un petit script qui me permet de faciliter mon usage de Firecracker. Mais concrètement, c'est pas la technologie que je souhaite abandonner du jour au lendemain après avoir fait mes 2-3 tests. Je pense vraiment qu'elle a un très bon potentiel et qu'il manquerait pas grand-chose pour qu'elle soit utilisée à plus grande échelle. Oui, en fait, on aurait j'ai déjà mentionné tout à l'heure la facilité de la ligne de commande Docker, mais avec du Firecracker derrière, on aurait quelque chose d'assez puissant pour manager des virtuelles machines. A priori, on a parlé de Raspberry en début d'épisode aussi. T'as déjà essayé sur un Raspberry? Alors j'ai essayé sur un Raspberry Pi très brièvement, ça fonctionnait très bien. J'ai pas pu aller dans le détail. Mais je pense effectivement que c'est une très bon usage d'utiliser Firecracker sur une Raspberry Pi. On parle beaucoup d'administrateurs système qui utilisent juste des petites Raspberry Pi chez eux pour héberger leur infrastructure à la maison, et c'est très bien, et ça fonctionne très bien. Maintenant, on pourrait également rajouter, en plus des conteneurs hébergés sur cette Raspberry Pi, des micro-VM, puisque concrètement, l'empreinte mémoire, l'empreinte de ressources est très peu visible, c'est quand même très léger, c'est quand même très efficace. Donc on pourrait très bien gérer des micro-VM, tout comme on gère des conteneurs. S'il y a des gens de chez Synology ou de chez QNAP qui nous écoutent, s'il vous plaît, pour les prochaines versions, j'adorerais avoir des micro-VM sur mon NAS plutôt que des conteneurs. Conversation super intéressante. Merci Quentin. Quentin Joly, tu es administrateur réseau le jour et geek autodidacte la nuit et le week-end. Merci pour cette plongée dans le monde des micro-VM et de Firecracker en particulier. La plupart des technologies dont nous avons parlé, vous trouvez les notes dans votre application de podcast, comme ça vous pouvez cliquer et aller plus loin sur tous ces sujets. Quentin, merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine, on parlera des nouveautés sur AWS des 2 dernières semaines, mais d'ici là, quoi que vous codiez ou quoi que vous développiez avec des micro-VM, codez-le bien.